Je m'appelle Célia, j'ai 27 ans. J'étais en couple avec mon homme depuis 3 ans. Il m'a non seulement trompé, mais il m'a aussi volé ma voiture. Voici mon histoire. Commençons par la rencontre il y a 3 ans. J'ai donc 24 ans. Ma cousine Yolande, qui a 5 ans de plus que moi, souhaite me présenter son ami, qui s'appelle Armand. Il a 29 ans, sort d'une relation de 10 ans avec qui ça s'est mal terminé. Nous sommes au téléphone et elle me décrit Armand comme étant une personne responsable, digne de confiance et impliquée en relation amoureuse. Elle le décrit d'ailleurs comme son frère. J'accepte de le rencontrer, on se voit 2-3 fois, le feeling passe petit à petit, on commence à sortir ensemble. Il m'informe assez rapidement, au bout d'1 mois de relation, que son ex-compagne, Audrey, est enceinte de lui. À ce moment-là, je suis assez perdue. Je suis trop jeune pour être belle-mère. Mais après tout, elle est enceinte de 3 mois. Il est donc impossible qu'il ait été voir ailleurs pendant que nous commencions à nous fréquenter. J'accepte la situation. Étant donné que nous sommes qu'au début de la relation, je ne peux rien exiger de sa part si tôt dans la relation. Pour le moment, je me sens bien avec lui. Et j'apprécie l'honnêteté dont il a fait preuve en m'informant de cette situation. Plusieurs mois passent. Audrey a accouché. Ils ont une petite fille, Jade. Il a une garde partagée avec Audrey. Je crée un lien avec Jade, elle est adorable. Je la vois grandir, faire ses premiers pas. Je passe beaucoup de temps chez Armand. Mais lorsque je vais chez lui, je me rends compte qu'il y a des choses que je trouve assez étranges. Je trouve des vêtements de femme, des produits de seins capillaires. Je confronte Armand. Je lui demande à qui appartiennent ces affaires de femme. Et il me répond très naturellement que ce sont les affaires de ses sœurs qui vivent en Belgique. Lorsqu'elles viennent en France, leur pied-à-terre est son appartement. Donc elles ont donc laissé quelques affaires à elle traîner. Je ne suis pas tellement convaincue par cette réponse. J'essaie de me tourner vers ma cousine, qui le connaît depuis plus longtemps que moi. Elle me confirme que ça appartient bien à ses sœurs belges. Bon, je ne vois pas pourquoi ma cousine me mentirait. Je décide de le croire et de faire confiance à ma cousine. Après tout, elle n'a aucun intérêt à m'induire en erreur. J'emménage avec lui au bout de 10 mois de relation. Tout se passait bien. Un jour, on discutait et le sujet de ma cousine avait refait surface. Et puis là, il me dit que ma cousine était quand même un peu bizarre. Et que le jour où nous étions au téléphone, elle et moi, et qu'elle me parlait d'Armand pour la première fois, ils étaient ensemble, chez lui. Et elle était assise sur ses genoux, complètement nue, durant toute notre discussion. À ce moment-là, j'avoue ne pas trop savoir quoi penser de ce qu'il vient de me dire, et je ne me pose pas plus de questions. Je sais juste que je ne prendrai plus les paroles de Yolande pour évangile dorénavant. Je commence à devenir alerte vis-à-vis de ma relation avec Armand. Parce qu'il y avait quand même des petites choses que je remarquais qui me paraissaient pas normales. Il recevait des appels, très souvent à la même heure, d'un numéro non enregistré. Et il ne décrochait jamais. Et à chaque fois, il attendait entre 5 à 10 minutes pour se lever et aller téléphoner dans la cuisine. Un jour où il reçoit cet appel, je lui demande pourquoi est-ce qu'il ne répond pas. Il me dit qu'il ne veut pas répondre au numéro qu'il ne connaît pas. Sauf que je remarquais que c'était toujours le même numéro. Puis un jour, j'ai fini par retenir ce numéro. Je l'ai noté et attendu d'être seul pour appeler le numéro. Je compose son numéro, ça sonne, puis ça finit par décrocher. Une femme répond. Je suis assez surprise et je lui pose certaines questions pour savoir qui c'était. Elle me dit qu'elle s'appelle Julie, que c'est la petite amie d'Armand. Il s'avérait qu'il menait une double relation. Je tombe de 1000 étages. Je suis choquée. Je ne poursuis pas la conversation avec elle. Je confronte Armand directement. Nous avons une violente dispute. Je décide de quitter son appartement et de retourner chez mes parents. Je fonds en larmes, dégoûtée d'avoir été dupe et d'avoir été prise pour une idiote pendant tout ce temps. Cette situation ne me convient pas, j'ai besoin de réponses. Je décide de rappeler Julie. Elle disait ne pas être au courant de notre relation, or elle venait dans son appartement assez régulièrement. J'ai du mal à y croire. Elle me dit également qu'ils sont ensemble depuis 6 mois. Armand m'a menti pendant pratiquement toute notre relation. À ce moment-là, je suis plus triste. Je suis verte de rage. 2 jours plus tard, on prévoit toutes les deux de lui payer une visite surprise afin de le confronter. On arrive devant la porte de son appartement. On sonne, pas de réponse. On frappe à la porte, mais il n'ouvre pas. Mais je sais qu'il est là. Je connais Armand. Il tient à son image et serait mortifié qu'elle soit salie. Je le menace donc, à travers la porte, de faire entendre à tout l'immeuble le trompeur qu'il est. Il finit par ouvrir la porte. Il a essayé de garder la face et nous présente l'une à l'autre. Alors cette insolence me rend complètement folle.
Je m'en prends physiquement à lui. Et je l'attrape par la gorge, je le pousse violemment à l'intérieur de l'appartement, je le frappe de toutes mes forces. Il est temps de nous séparer. Je finis par le lâcher et je quitte son appartement. Mais Armand essaie de me retenir. En sortant de son appartement, je ferme la porte violemment sur sa main, sans faire exprès. Ou peut-être pas. Le lendemain, il me rappelle pour me dire qu'il doit se faire opérer de la main car elle a été blessée lors de la dispute. Je ne m'en inquiétais pas. Puis, il me dit qu'avec sa profession dans le bâtiment, comment va-t-il payer la pension alimentaire? Comment va-t-il assurer les besoins de son enfant? Cette situation le met grandement en difficulté. Je finis par me sentir responsable de cela, étant donné que j'avais de l'attachement pour Jade. Il demande à ce que l'on se voie pour avoir une discussion afin de nous expliquer plus calmement. Il s'est excusé, il m'a dit qu'il avait fait une erreur et ne sait pas ce qui lui a pris. J'ai essayé de redonner une chance à notre relation, mais pardonner était bien trop compliqué. Il a tout essayé, cadeaux, voyages, mais nous nous disputions très souvent. Il m'a fait perdre confiance en nous. C'était dur de revenir à un bon équilibre. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que mon père était mourant et souffre d'un cancer. Je me réfugiais chez lui par moments. C'était en quelque sorte un exutoire, où on ne parlait pas de maladie, pas de cancer, pas de mort. Ça me faisait penser à autre chose. Nous étions toujours en dispute, mais au moins, ça me faisait penser à autre chose. Étant donné que je voulais quand même être présente pour mon père, je passais peu de temps avec Armand. Le peu de fois où j'y allais, il m'arrivait de sentir l'odeur d'une femme sur mon oreiller. Mais je n'avais plus la force de me battre avec lui, de le confronter et de le voir essayer de s'en sortir avec un énième mensonge. J'ai donc préféré retourner la face de l'oreiller et essayer de m'endormir. Puis l'inévitable arrive, mon père est décédé. Je suis en deuil et par conséquent, je suis très distante avec Armand. Il me le reproche. Après l'enterrement, je recommence à reprendre ma vie en main. J'essaie de croquer la vie à pleines dents. Puis un beau jour, je reçois à nouveau un appel de Julie, qui me demande si j'étais toujours en couple avec Armand. Je lui demande pourquoi cette question. Elle me dit parce qu'elle n'a jamais rompu sa relation avec lui. Ces mots ont résonné en moi. Et vous savez quoi? Ce fut le déclic. Je prenais conscience de l'importance des choses dans la vie, mais aussi des futilités. Je décide de rompre définitivement avec Armand après 3 ans de relation. Notre séparation était graduelle. Je venais chez lui pour récupérer mes affaires et bizarrement, à chaque fois que je partais, ma voiture avait un problème. Donc je ne pouvais plus reprendre ma voiture. Je repartais très souvent à pied, mais bien entendu, je ne pouvais pas laisser ma voiture. Donc je devais revenir à chaque fois. Armand me dit de lui laisser mes clés et la carte grise afin qu'il amène ma voiture dans un garage à proximité. Je le laisse faire. Sauf que ces réparations prennent trop de temps et moi j'ai besoin de ma voiture. Lorsqu'il voit que je finis par trop m'impatienter, il me dit que la voiture est prête. J'ai plus tellement confiance en Armand, donc un jour je décide de passer avec un mécano indépendant que je connais personnellement. La voiture est dans le parking collectif de la résidence d'Armand. Mon mécano constate qu'il y a de l'eau dans le réservoir du carburant. Purée. Heureusement que je ne lui ai pas fait confiance. Le mécanicien fait le nécessaire. J'essaie donc de récupérer ma voiture de son parking. Mais il n'y a plus de batterie. Mais quel vicieux celui-là. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais acheter une batterie que je fais installer. Et je récupère enfin ma voiture. Quelques jours plus tard, je reçois un appel de sa part qui me dit qu'il m'a filmé pendant que je vais récupérer la voiture et qu'il allait demander au bailleur de son immeuble de porter plainte contre moi pour accès non autorisé à une propriété privée. Je n'ai que faire de ces menaces. Après tout, ça reste ma voiture, non? Qui peut me reprocher d'être venu récupérer ce qui m'appartient? Complètement idiot celui-là. Quelques jours plus tard, alors que j'allais au travail, je constate que ma voiture avait disparu. J'arrive pas à y croire. Je crois rêver. Je suis sûr, je le sais. C'est encore un coup d'Armand, ça. Je garde ma voiture dans un parking ouvert. Forcément, ça n'a pas été difficile pour lui de retrouver ma voiture. Je vais porter plainte au commissariat pour vol. La police me demande si je sais qui a pu faire cela. Et je leur dis qu'il s'agit très probablement de mon ex-compagnon. La police me demande de lui téléphoner. Je m'exécute. Au téléphone, Armand dit qu'il ne me rendra pas la voiture tant que je ne lui aurai pas remboursé tout l'investissement qu'il a fait sur cette voiture. La police a tout entendu et pourtant, ils n'agissent pas. Ils me disent que si je sais où se trouve ma voiture, d'aller la récupérer. Je trouve incroyable que la police n'agisse pas malgré ses aveux. Mais soit. À la nuit tombée, je retourne à la résidence d'Armand pour voir si ma voiture est là. Je la vois, elle est là. Je la récupère et je m'en vais. Mais cette fois-ci, je décide de stationner ma voiture sur le parking privé individuel de mon ami. Ça dure plusieurs semaines.
Mais un soir, je rentre de soirée à 3h du matin, je suis éreinté. Je ne me vois pas aller chez mon ami ce soir. Donc, je décide, juste pour ce soir, de stationner pas très loin de chez moi. Assez loin pour que ce soit pas évident d'aller la récupérer, mais assez proche pour que je rejoigne ma voiture rapidement. Et bien le lendemain matin, malgré tous mes efforts, ma voiture avait de nouveau disparu. Je retourne dans la résidence d'Armand pour voir si je peux retrouver ma voiture, mais il a été assez malin pour que je ne puisse plus la retrouver. Je pense même que s'il a trouvé aussi rapidement ma voiture, c'est parce qu'elle était tracée par un GPS. Je renonce à ma voiture, car c'est le seul lien qui nous lie. C'est le seul moyen qu'il a d'avoir un contact avec moi. Et moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Plusieurs mois plus tard, je recommence une nouvelle vie. J'ai un nouveau travail. Et un jour, je reçois des fleurs sur mon lieu de travail sans signature. Je ne me doute pas une seule seconde d'où peuvent provenir ces fleurs. Je me dis que c'est peut-être un client. Une autre fois, je croise Armand dans les transports en commun. Il a fait en sorte que nous se recroisent. Je crie, je hurle. Cette rencontre crée en moi une angoisse et une frustration indescriptibles. Mais je finis par fuir en prenant le premier train qui s'est présenté devant moi. Encore un autre jour, il m'appelle pour s'excuser. Je ne réponds pas et je lui envoie un message où je lui écris « Tu seras seul dans ta vie. Tes enfants te reconnaîtront pour l'homme abject que tu es réellement. Et c'est comme ça que je saurai que tu ne connaîtras jamais le bonheur. » J'attends qu'il lise ce message et je le bloque à tout jamais.